Alors, ces chers apprenants, chers élèves et apprenants, bonjour, bonsoir, quel que soit le milieu où vous vous trouvez. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi d'être en face de vous afin de mettre à votre disposition le peu de connaissances que je connais, euh, que ce soit en physique comme en chimie, et de vous rendre la tâche extrêmement facile, de vous montrer que la physique comme la chimie sont des matières extrêmement faciles. Alors, la semaine passée, nous avons commencé avec le premier module du programme de physique première qui traitait de la mécanique. Et la leçon 0 que nous avons décidé d'entamer, c'était le rappel sur les forces. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de commencer avec ce chapitre 0 qui est le rappel sur les forces? Je vous avais expliqué en disant, en réalité, le module 1 qui est la mécanique, est un module qui est constitué de 4 chapitres. Le premier chapitre, le travail d'une force. Deuxième chapitre, l'énergie cinétique. Troisième chapitre, l'énergie potentielle. Et le quatrième chapitre, l'énergie mécanique. Mais seulement pour mieux assimiler ce chapitre, ce module-là, je vous avais dit, il est toujours important de faire un rappel sur la notion de force. Pourquoi? Pour la simple raison que lorsque nous allons entamer le chapitre, la leçon 1, qui traite du travail d'une force, vous verrez qu'à tout moment, nous serons toujours appelés à utiliser la valeur des forces. Et par conséquent, donc, il est important, avant de commencer cette leçon 1-là, de faire un bref rappel sur les forces. C'est la raison pour laquelle la semaine passée, nous avons donc commencé avec la leçon 0, le rappel sur les forces. Et tout au long de cette partie-là, j'ai pris la peine de vous énumérer les différentes forces qui sont les plus généralement utilisées en mécanique et de vous montrer comment est-ce qu'on représente une force sur un dessin. Avant de se séparer donc, nous avons traité 2 cas, 2 exemples. Et à partir de ces 2 exemples-là, je vous ai montré comment j'utilisais les caractéristiques de chacune des forces pour pouvoir les représenter sur le système ou encore sur le solide. En rappel, n'oublions pas qu'en physique, le système est considéré ici comme l'objet d'étude, c'est-à-dire l'objet sur lequel est représentée toutes les forces en présence. Alors, nous allons donc continuer aujourd'hui avec le troisième cas, c'est-à-dire un troisième exemple, qui est solide en équilibre sur un plan horizontal rugueux, se déplaçant sous l'action d'une force faisant un angle alpha avec le déplacement. Qu'est-ce que je dis? Troisième cas, solide en équilibre sur horizontal rugueux, déplaçant l'action d'une force angle alpha avec déplacement. Alors, nous allons donc traiter ce cas-ci étape par étape. La première étape, nous allons commencer par définir notre système, c'est-à-dire en petit a, nous allons notre système. Alors, pour pouvoir définir notre système ici, nous allons juste nous rappeler de la définition du système en physique. En physique, nous avons défini le système la dernière fois comme étant l'objet d'étude, c'est-à-dire l'objet sur lequel est représentée
toutes les forces en présence. Alors, lorsque nous lisons notre exemple ici, solide en équilibre sur un plan horizontal rugueux, se déplaçant sous l'action d'une force faisant un angle alpha avec le déplacement. Nous constatons donc ici que le solide ici représente simplement notre système. Donc notre système ici, le solide S. Alors, une fois que nous avons défini notre système, la prochaine étape, c'est l'inventaire des forces qui s'appliquent sur ce solide ou encore sur ce système. L'inventaire des forces qui s'appliquent sur ce solide ou encore sur ce système. Alors, faire l'inventaire des forces ici, simplement revient à énumérer toutes les forces qui s'appliquent sur notre système. Et comme je l'ai dit la fois dernière, applique sur le système, il y a des forces que même si l'on ne me dit pas, je vais commencer par les citer, sans même attendre que l'on me dise dans l'exercice qu'elles sont présentes. À l'exemple du poids d'un corps, car tout objet est caractérisé par son poids. Donc, lorsque j'ai un solide, comme c'est le cas ici, la toute première force que je vais énumérer, c'est le poids de ce solide-là, car, comme je l'ai dit, tout objet, qu'il soit petit ou grand, est caractérisé par son poids. Donc, nous avons aussi dit une autre force dont j'ai pas besoin que dans l'exercice on m'indique sa présence pour que je puisse le citer parmi les forces en présence, c'est la réaction du plan. C'est le cas, par exemple, ici, nous avons un solide qui se déplace sur un plan horizontal. Ce solide se déplace librement sur ce plan horizontal parce que au moment où le solide exerce sur le plan une force qui est son poids, le plan aussi, pour permettre au solide de se déplacer librement, c'est-à-dire d'être en équilibre, exerce aussi au même moment une force sur le solide qui permet de le maintenir en équilibre. Donc voilà pourquoi parmi les forces, lorsque je vais faire l'inventaire de mes forces, il y a déjà des forces comme le poids et la réaction du plan que je vais citer sans même attendre que dans l'exercice, un mot indique la présence de ces forces-là. Par contre, il y a deux autres forces qui, les forces en présence, j'ai besoin de ressentir leur présence dans l'exercice. Si je ne ressens pas leur présence dans l'exercice, je ne peux pas les citer parmi les forces en présence. Nous avons pris le cas la semaine passée de la force motrice. Nous avons dit les différentes appellations qui permettent de reconnaître dans un exercice qu'il y a présence de la force motrice. Nous avons parlé de force motrice, force de traction. C'est car dans un exercice, on pourra te dire un solide est tracté. Dès qu'on dit un solide est tracté, je dois déjà comprendre qu'il y a là la présence de la force motrice ou encore la force de traction. C'est-à-dire, on parle de force motrice, force de traction ou encore force musculaire. Soit encore dans l'exercice, au lieu d'utiliser l'une de ces trois appellations-là, on te dit plutôt le solide se déplace sous l'action d'une force. Lorsqu'on dit le solide se déplace sous l'action d'une force, cela voudrait tout simplement dire que pour que ce solide-là puisse se déplacer, il faudrait qu'on exerce sur lui une certaine force. Et cette force-là ne peut qu'être la force motrice. Donc, pour résumer, pour savoir dans un exercice de mécanique s'il y a la présence de la force motrice, il faudrait que l'une des appellations que je viens vous donner soit présent dans l'exercice, c'est-à-dire soit dans l'exercice on te parle de force motrice, soit dans l'exercice on te parle de force de traction, ou encore on te dit un solide est tracté, soit dans l'exercice on te parle de force musculaire, soit dans l'exercice on te dit un solide se déplace sous l'action d'une force. C'est-à-dire si dans un exercice de mécanique, j'ai l'une de ces appellations-là qui apparaît, je conclus qu'il y a aussi présence de la force motrice. Dans le cas contraire, il n'y a pas de
à citer. La quatrième force et la dernière, c'est la force de frottement. Alors, comment c'est la force de frottement? Il y a 5 appellations qu'on donne à la force de frottement. Soit on va parler de la force de frottement, soit on va parler de la force de rappel, soit on va parler de la force de résistance, soit on va parler de la force de freinage, soit encore dans un exercice, on va te dire le solide se déplace sur un plan, renvoie déjà à la présence des forces de frottement. Si donc, dans l'exercice de mécanique, je ne trouve aucune de ces 5 appellations-là, je conclus simplement qu'il n'y a pas présence des forces de frottement dans mon exercice. Qu'est-ce que je dis donc en résumé? Pour reconnaître la présence de la force, pour se rassurer de la présence de la force, il faudrait que lorsque je lis mon exercice de mécanique, que je parvienne à identifier l'une des appellations de la force motrice, c'est de la force de frottement. On a dit, on parle de force de frottement, ou encore de force de résistance, ou encore de force de freinage, ou encore de force de rappel, ou encore dans l'exercice, on te dit, le solide se déplace sous l'action d'une force. Ou encore je vais dire quoi? Pardon. Dans l'exercice, on te dit plutôt, le solide est en équilibre ou encore se déplace sur un plan rugueux. Le mot rugueux là renvoie à la présence des forces de frottement. Alors, comme je dis, après avoir défini notre système ici, nous allons passer donc au B, inventaire des forces. Inventaire Alors, comme première force que nous allons citer ici, c'est le poids du solide. Car, comme je l'ai dit, tout objet, qu'il soit aussi grand, qu'il soit petit ou grand, est caractérisé par son poids. Donc, la première force que nous allons citer ici, c'est le poids du solide. Entre parenthèses, grand P, avec la flèche sur sa tête. Pourquoi? Parce que toute force est une grandeur avec la force, est une grandeur vectorielle. Alors, comme deuxième force, ce qu'on dit dans l'exercice, c'est quoi? Le solide se déplace sur un plan, horizontal. Lorsqu'on dit le solide se déplace sur un plan horizontal, il parvient à se déplacer sur un plan simple, il parvient à se déplacer librement sur le plan horizontal pour la simple raison que le plan, au moment où il exerce sur le plan une force qui est son poids, le plan en retour exerce aussi sur lui une force qui est la réaction normale du plan. Donc, comme deuxième force que j'ai à citer, je vais citer la réaction normale du plan. La réaction normale plan. Entre parenthèses, Rn avec la flèche. Alors, la question que je vais me poser, est-ce qu'il y a présence entrer dans mon exercice? Voici parmi les 5 appellations que nous avons données pour identifier la force de frottement, il y a au moins dans cet exercice une de ces appellations-là. Nous avons dit pour identifier la force de frottement dans un exercice, pour savoir si il y a force de frottement dans un exercice de mécanique, nous avons 5 appellations. Soit on parle de freinage, soit on parle de force de rappel, ou encore dans l'exercice, on dit le solide se déplace sur un plan rugueux. Je vais donc rentrer dans mon exercice, dans mon exemple là, et voir si j'ai au moins l'une de ces appellations-là qui apparaît dans l'exercice. Qu'est-ce qu'on dit? Solide en équilibre sur un plan horizontal rugueux. Il y a déjà le mot rugueux qui apparaît. Le mot rugueux là renvoie directement à l'existence des forces de frottement. Donc, à cause du mot rugueux là, je vais conclure qu'il y a aussi présence des forces de frottement dans mon exercice. Donc, je cite comme troisième force la force de frottement. Entre parenthèses, c'est S minuscule avec la flèche sur sa tête. Alors,
Une autre question que je vais me poser, est-ce que dans cet exercice, il y a présence de la force motrice? On a dit, pour reconnaître si dans un exercice de mécanique, il y a présence ou pas. Si dans un exercice de mécanique, il y a présence de la force motrice, il y a 4 appellations qu'on donne à la force motrice. Soit on parle de force motrice, soit on parle de force de traction, c'est-à-dire dans l'exercice, on dit un solide est tracté, soit on parle de force musculaire, soit dans l'exercice, on dit un solide se déplace sous l'action d'une force. Toutes ces appellations-là, s'il y a une de ces appellations-là qui apparaît dans l'exercice, cela voudrait dire tout simplement qu'il y a présence de la force motrice. Je vais donc rentrer dans mon exercice et voir si parmi les 4 appellations que j'ai données pour la force motrice, il y a une seule qui apparaît dans mon exercice. S'il n'y a pas, je conclue simplement. Le solide en équilibre sur un plan horizontal rugueux, se déplaçant sous l'action d'une force faisant un angle alpha avec le déplacement. Solide en équilibre sur un plan horizontal rugueux, se déplaçant sous l'action d'une force. Donc le solide, pour que ce solide-là puisse se déplacer, il faudrait qu'on exerce sur elle une certaine force. Donc, en conclusion, le terme se déplaçant sous l'action d'une force ici me permet déjà de comprendre qu'il y a présence de la force motrice dans mon exercice. Donc, je vais aussi citer comme force la force motrice. Entre parenthèses, F majuscule avec la flèche sur sa tête. Alors, une fois donc qu'on a fait, une fois que nous avons fait l'inventaire des forces, représentation des forces énumérées sur notre système. Donc, en C, représentation des forces énumérées sur notre système. Alors, il faut utiliser ces caractéristiques. Et la semaine passée, pour chacune des forces usuelles, les forces les plus utilisées en mécanique, je vous ai donné les caractéristiques. Nous allons donc, à partir des caractéristiques de chacune des forces énumérées en B, représenter cette force-là sur le système. On a dit le solide se déplace sur un plan horizontal. Je trace donc mon plan, je dessine d'abord mon plan horizontal que voici. Ça, c'est mon plan horizontal. Et sur ce plan horizontal-là, je vais poser mon solide. Il faudra aussi que je vous rappelle qu'en mécanique, si dans un exercice de mécanique, on vous dit une voiture se déplace sur une voie horizontale, ça ne sert à rien de dessiner la voiture. Il faut juste, à l'aide d'un petit chemin, c'est-à-dire d'un carré ou d'un cercle, esquisser notre voiture. On n'a pas besoin de dessiner la voiture. Si on nous dit un avion se déplace après avoir atterri, se déplace sur une route, un plan horizontal. J'ai pas besoin de représenter l'avion sur le plan horizontal. J'ai juste besoin de représenter soit un carré, soit un cercle pour indiquer au correcteur que ce cercle ou ce carré-là représente mon avion. Donc, sur ce plan horizontal, donc, nous allons représenter voici. Voilà donc notre solide. Alors, ça c'est notre solide. Une fois donc que nous avons représenté ce solide, nous allons sur ce solide-là représenter les différentes forces que nous avons énumérées en B. Alors, nous allons commencer ici par le poids du solide. Et c'est à partir des caractéristiques du poids que nous allons le représenter sur le solide. Alors, comme première caractéristique du poids, nous avons dit la semaine passée comme première caractéristique
le point d'application du poids sera et restera toujours le centre de gravité du solide ou encore du système. Je dis bien, le point d'application du poids restera et sera toujours le centre de gravité du système ou alors du solide. Je viens donc, voici mon solide, je vais chercher son centre de gravité. Pour trouver le centre de gravité du solide, je vais juste tracer une diagonale comme le point de rencontre des deux diagonales là sera donc ainsi le point d'application du poids de mon solide que voilà. Ensuite, la deuxième et la troisième caractéristique, sa direction. Nous avons dit la direction du poids d'un corps est toujours et toujours verticale à partir de son point. Est toujours et toujours vertical à partir de son point d'application. Et le sens est toujours et toujours descendant à partir de son point d'application. C'est dit donc quoi? Nous allons représenter directement ces deux caractéristiques-là, c'est-à-dire la direction et le sens. Comme je dis, la direction du poids d'un corps sera toujours et toujours verticale à partir de son point d'application. Ça ne changera jamais. Et le sens sera toujours et toujours descendant à partir de son point d'application. Je vais donc me placer ici, au niveau du point d'application. Je vais représenter une droite verticale qui va vers le bas. Il va vers le bas, pourquoi? Parce que le sens du poids d'un corps est toujours et toujours descendant. Voilà pourquoi je vais représenter premièrement une droite verticale et qui va vers le bas. Donc, nous allons représenter ainsi. Et là, je place mon P avec la flèche. Voilà donc, à partir des caractéristiques du poids, je viens de le représenter. La deuxième force que nous allons représenter, c'est la réaction normale du plan. Pour représenter cette réaction normale, nous allons utiliser ces caractéristiques. Et comme première caractéristique de la réaction normale du plan, nous avons son point d'application. La dernière fois, nous avons dit que le point d'application de la contact entre le solide et le plan. Je dis bien, le point d'application de la réaction normale du plan, c'est le point de contact entre le solide et le plan. Voici notre plan ici qui est un plan horizontal. Voici notre solide ici. Si nous voulons regarder le point de contact entre le solide et le plan, nous constatons que voici le point de contact entre le solide et le plan. C'est ça ici. C'est dit donc que le point d'application de notre réaction normale, qui est le point de contact entre le solide peut être plan. Mais alors, pour une très bonne représentation, je vais plutôt venir cibler le centre de cette demi-droite-ci pour pouvoir représenter le point d'application de ma réaction normale. C'est-à-dire, si je dois cibler le centre de cette demi-droite-ci, le milieu de cette demi-droite-ci, je dirais donc cette demi-droite représentée en vert. Parce que on a dit le point d'application de la réaction normale, c'est le point de contact entre le solide et le plan. Et voilà le point de contact, le lieu de contact entre le solide et le plan. Donc, je viendrai donc, pour représenter donc le point d'application de ma réaction normale, je viendrai donc cibler le milieu de cette demi-droite représentée en vert. Et quand je vais cibler, ce serait exactement là. Voilà donc le point d'application de ma réaction normale. Une fois donc que j'ai représenté le point d'application, je vais donc représenter la deuxième et la troisième caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est la direction de la réaction normale. Nous l'avons dit, la direction d'une réaction normale est et sera toujours perpendiculaire au plan. La direction d'une réaction normale est et sera toujours perpendiculaire au plan à partir de son point d'application. Et le sens sera toujours et toujours montant. Qu'est-ce que je dis? La direction de la réaction normale d'un plan sera toujours et toujours perpendiculaire au plan à partir de son point d'application. Comme ça se dit, deux droites sont parallèles, lorsqu'elles se coupent,
en formant que la direction de la réaction normale est et sera toujours et toujours perpendiculaire au plan à partir de son point d'application et que son sens sera toujours et toujours montant. Je viens donc au niveau de mon point d'application que voici, je vais représenter une droite perpendiculaire à ce plan-ci et montant. Je dis bien perpendiculaire à une droite perpendiculaire à ce plan-ci à partir du point d'application. Là, c'est déjà la direction et montant. Là, c'est déjà le sens parce qu'on a dit le sens de la réaction normale est. Je me place là, je représente une droite perpendiculaire au plan et qui est montant. Là, voilà. C'est là donc ma réaction normale. Alors, voilà donc la deuxième force que je viens de représenter à partir de ces caractéristiques. Je vais donc représenter la troisième force, la force motrice. Pour représenter la force motrice, nous allons utiliser les caractéristiques de la force motrice. Comme première caractéristique de la force motrice, nous avons son point d'application. Et le point d'application de la force motrice, qui a une force de résistance, qui a une force de freinage, sera le point de contact du solide avec le plan. Je dis quoi? Le point d'application de notre force de frottement, qui est une force de résistance, une force de freinage, une force d'opposition, sera le point de contact entre le solide et le plan. Alors, pour pouvoir représenter le point d'application de notre force de frottement ici, nous allons considérer que notre solide se déplace de A vers B. Alors, si notre solide se déplace donc de A vers B, comme ça se dit, la force de frottement est une force d'opposition, c'est-à-dire elle s'oppose au déplacement du système ou alors du solide. Et si mon solide se déplace de A vers B, c'est clair que la force de frottement, qui est une force d'opposition, va plutôt se déplacer de B vers A. Mais là n'est pas le problème pour le moment. Le problème ici maintenant, c'est de retrouver le point d'application de notre force de frottement. On a dit, c'est le point de contact entre le solide et le plan. Voici notre plan ici. Voici le solide ici. Le point de contact entre le solide et le plan, c'est exactement. Je veux donc représenter le point d'application de ma force de frottement. Je peux la représenter n'importe où sur la demi-droite en vert. Mais pour une très bonne représentation, compte tenu du fait que la force de frottement s'oppose toujours au déplacement de l'objet, je viendrai, compte tenu du fait que le solide se déplace de A vers B, je viendrai représenter le point d'application de ma force de frottement à ce niveau-ci. Exactement là. Une fois donc que j'ai représenté le point d'application de ma force de frottement, il me reste maintenant à représenter la direction et le sens. Et on a dit, la direction d'une force de frottement est toujours et sera toujours confondue au plan. La direction d'une force de frottement est et sera toujours confondue au plan. Voici notre plan ici. Donc, la direction de notre force de frottement que nous voulons représenter est et sera toujours confondue au plan à partir de son point d'application. Et le sens sera toujours opposé au déplacement de l'objet. Ça veut dire, comme l'objet se déplace de A vers B, notre force de frottement se déplacera plutôt en sens opposé. Je viens donc, à partir du point d'application que voici, je vais représenter une droite qui est confondue au plan que voici et le sens, là voilà. La force de frottement. Vous pouvez donc constater que lorsque le solide se déplace de A vers B, la force de frottement, elle se déplace plutôt de B vers A ou encore en sens opposé. Voilà donc, je viens d'utiliser là les caractéristiques de la force de frottement pour pouvoir la représenter sur mon système.